Il y a plein de raisons qui peuvent vous donner envie de revoir un combat. Les deux combattants se sont affrontés plus tôt dans leur carrière et ils sont désormais au sommet de la hiérarchie mondiale. Le premier combat entre les deux athlètes était exceptionnel, il y a une rivalité qui doit être résolue dans la cage, etc., etc. Ce qui dérange généralement les fans en revanche, c'est les fins de combat confuses et les arrêts prématurés, qui en plus de ruiner votre plaisir, laissent un goût d'inachevé en bouche. On aime notre dose de violence, mais on l'aime avec une conclusion ferme, pas avec des doutes, et il n'y a pas grand chose qui s'éloigne plus du combat libre qu'un arrêt du médecin ou une disqualification. Je n'appelle pas à supprimer le peu d'interdits du livre des règles unifiées du MMA, loin de là, mais dans un monde parfait, chaque combat va à sa conclusion et le meilleur combattant en sort vainqueur. Parfois, ces finishes sont si étranges qu'ils forcent la tenue d'un second combat. Cette revanche n'a peut-être pas lieu immédiatement, mais en tout cas, lorsqu'elle intervient, elle apparaît comme une nécessité et une façon de clore définitivement un chapitre laissé en suspens depuis trop longtemps. Vous l'aurez compris, je fais cette vidéo en référence au premier main event de l'année de l'UFC, la revanche entre Johnny Walker et Magomed Ankalaev, qui fait suite à l'arrêt catastrophique de leur premier combat lors de l'UFC 294. Si vous avez été laissé sans voix devant cette situation, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal, et comme on va le voir aujourd'hui, c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 fins de combat si étranges qu'une revanche était inévitable. Numéro 10, Yair Rodriguez contre Jeremy Stephens. En plus de remplir nos critères, ce combat a un contexte particulier. Cela faisait plus de 2 ans que l'UFC n'était pas venu sur le sol mexicain et la foule était à fond derrière son nouveau poulain Yair Rodriguez qui était en pleine ascension. Et quand je dis que la foule était à fond, c'est au point où la conclusion du combat principal de la soirée a failli causer une émeute dans le public. Je ne cautionne pas ce genre d'attitude, mais je dois dire que si j'avais payé pour un main event qui n'a duré que 15 secondes et qui s'est achevé sans vainqueur, je n'aurais probablement pas été très bonne humeur non plus. Dans le premier échange de striking du combat, Yair a planté son doigt dans l'œil de son adversaire. Après de longues minutes sous les huées de la foule, voyant Jeremy Stephens peiner à reprendre ses esprits, les huées se transforment en jets de projectiles en direction du combattant lorsqu'il a été déclaré qu'il était inapte à reprendre le combat. Une réaction exagérée et dangereuse pour une situation qui ne pouvait se résoudre autrement que de la sorte. Si vous connaissez Jeremy Stephens, vous savez qu'il n'est pas exactement du genre à simuler une blessure ou à arrêter un combat qu'il peut continuer. Évidemment, les deux hommes voulaient remettre ça rapidement et leurs vœux ont été exaucés très rapidement d'ailleurs, car moins d'un mois plus tard, ils se retrouvent à Boston cette fois-ci pour servir de co-main event au combat opposant Dominic Reyes à Chris Weidman. Le combat a tenu toutes ses promesses et Yair a remporté une décision logique, fermant plutôt rapidement ce chapitre hasardeux de l'histoire de l'UFC. D'ailleurs, un peu moins de 5 ans après l'incident, il sera de retour au Mexique en février pour y affronter Brian Ortega dans une autre revanche nécessaire après un premier combat qui s'est aussi achevé par une blessure. Une sorte de malédiction, j'imagine. Numéro 9, Mark Kerr contre Igor Vovchanchyn. Cette entrée est un peu triste parce que je pense que la majorité des fans s'accorderont à dire que son premier combat contre Igor Vovchanchyn est le moment où la carrière de Mark Kerr a commencé à dérailler et quand on sait dans quel état il l'a fini, il est difficile de ne pas avoir un regard mélancolique sur ce moment. L'affrontement entre les deux hommes au Pride Set était extrêmement attendu et pour cause, ils étaient peut-être les deux meilleurs poids lourds du monde à l'époque. Il faut dire qu'Igor Vovchanchyn était sur une série de 31 victoires et donnait le sentiment d'être une force insurmontable à la puissance dans les points inégalés. Mais de son côté, Mark était toujours invaincu et il avait remporté 2 tournois de l'UFC en 1997. C'était une vraie confrontation entre deux colosses du combat libre. Et il faut dire que c'était également un très beau combat le temps qu'il a duré. Pendant un peu moins de 2 rounds, les deux hommes se sont livrés à une guerre dynamique, le striking d'Igor et la lutte de Mark se confrontant dans un véritable exercice de style que l'on voyait beaucoup à l'époque. Mais alors qu'on semblait se diriger vers un 3e et dernier round, Igor envoie 2 coups de genou dans le crâne de Mark Kerr qui avait ses 4 appuis au sol et même s'il semble évident de nos jours que c'est un coup illégal, ça n'a pas toujours été le cas. C'est d'ailleurs si peu évident que les officiels du Pride ont d'abord oublié que les coups étaient interdits et ont déclaré Igor vainqueur par KO. Le résultat a été changé un petit peu plus tard, mais il faut aussi comprendre qu'on n'était pas à l'ère moderne et que l'information n'a pas circulé aussi vite qu'elle le ferait maintenant. Pour beaucoup, ce combat est resté une victoire pour Igor pendant quelques temps et un second affrontement entre les deux hommes était inévitable pour éviter que la confusion ne perdure. Il a eu lieu 1 an plus tard, mais l'attente était moindre car les deux hommes avaient perdu entre temps. Quoi qu'il en soit, Igor a surclassé Mark et a remporté une décision logique au Pride 12 et la suite n'a pas été rose pour l'américain. Numéro 8, Chael Sonnen contre Paolo Filho. Une chose qu'il faut savoir sur Chael Sonnen, c'est qu'à l'époque où il concourait au WEC, il avait la réputation d'être un combattant prêt à s'asseoir un peu sur les règles et à faire des coups en douce. Rien de bien méchant, mais Chael a toujours tout fait pour gagner, quitte à être un petit peu de mauvaise foi par moment. Et ça a rarement été autant le cas que lors du WEC 31. Pour l'occasion, Chael affronte Paolo Filho pour la ceinture de champion des poids moyens du WEC. Dans le premier round, alors qu'il a envoyé son adversaire au sol d'un slam retentissant, il crie en direction de l'arbitre que Paolo est inconscient alors que ce n'était pas le cas, espérant bénéficier d'un arrêt du combat. Mais l'arbitre du combat, Josh Rosenthal, n'est pas né de la dernière pluie et il n'intervient pas. Une bonne décision de sa part, qui n'est pas souvent relevée car il va en faire une autre un petit peu étrange vers la fin du second round. Alors que Chael domine Paolo sur de longues phases de lutte, le Brésilien l'attrape dans une clé de bras et conserve son titre. Un parallèle saisissant avec le combat de Sonnen contre Anderson Silva qui aura lieu 3 années plus tard, mais cette fois-ci, il y a un petit problème, Chael n'a pas tapé. En réalité, l'arbitre a considéré que les cris de douleur de Sonnen constituaient un abandon verbal. Même si cette règle existait effectivement au WEC, ça n'a pas plu aux gangsters de l'Oregon et comme vous vous en doutez, ça n'a pas plu aux fans non plus. À la seconde où ce combat
combat a pris fin, une revanche entre les deux hommes apparaît comme une évidence pour le public, pour le WEC et pour Chael, mais malheureusement, Paolo se bat contre des problématiques d'addiction et il doit faire un détour par un institut de désintoxication, ce qui repousse la revanche d'1 an. Lorsqu'elle a lieu, le Brésilien est hors de forme, il rate la pesée de plus de 3 kg et il ne représente pas un vrai challenge pour Sonnen qui s'impose sans forcer. Malheureusement, dû au fonctionnement du WEC, Chael n'a pas été reconnu comme champion car la ceinture ne pouvait pas être défendue si le champion ratait la pesée. Officieusement, Paolo avait envoyé le titre à Chael, le reconnaissant comme le champion légitime. Numéro 7, Evan Tanner contre Phil Baroni. D'une interaction étrange avec un arbitre à une autre, voilà Evan Tanner contre Phil Baroni sur la carte principale de l'UFC 45. Une assez bonne indication du niveau d'étrangeté que représente ce combat et que Joe Rogan l'a plusieurs fois qualifié de plus mauvais arrêt de l'histoire du MMA. Qu'a donc fait l'arbitre Larry Landless pour mériter cet honneur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir de suite. Ce combat marquait les débuts d'Evan Tanner chez les poids moyens, une catégorie dont il deviendra le champion en 2005 d'ailleurs. Pour l'occasion, l'UFC le programme contre Phil Baroni, un combattant un cran en dessous de lui, mais Tanner était un combattant extrêmement populaire et l'UFC voulait qu'il gagne pour accélérer son parcours jusqu'à la ceinture. Tout semble aller pour le mieux et Evan domine très largement le premier round, mais alors qu'il se retrouve en full mount et qu'il envoie des parpaings dans la tête de son adversaire, l'arbitre demande à Baroni s'il veut qu'il mette fin au combat et Baroni lui répond oui. Mais le problème c'est qu'il avait simplement mal compris la question. Phil pensait qu'on lui demandait simplement s'il allait bien, mais c'est déjà trop tard, le combat est arrêté et cet incident va prendre une tournure dramatique lorsque Baroni va mettre plusieurs coups à l'arbitre visiblement hors de lui. Au milieu de cette confusion, Evan est déclaré vainqueur du combat, mais personne n'est vraiment satisfait de la situation. Phil est suspendu pour avoir frappé l'arbitre, mais ce combat est reprogrammé l'année suivante. Evan Tanner remporte une décision unanime lors de l'UFC 48 et il continue sa route vers la ceinture, tandis que Phil va un peu sombrer dans l'oubli. Pour que vous le sachiez, taper un arbitre à plusieurs reprises ne valait que 4 mois de suspension à l'époque, ce qui est un petit peu comique sachant que c'est le temps moyen entre deux combats de toute façon. Numéro 6, Randy Couture contre Vitor Belfort. Il y a différentes coutures impliquées dans cette histoire, je vais vous épargner de mauvais jeux de mots, mais pour vous la faire courte, moins d'une minute après le début de leur combat de l'UFC 46, la couture du gant de Vitor Belfort s'accroche à l'œil de Randy et la conséquence est une blessure qui fait peur à voir et qui force le champion des mi-lourds à abandonner le combat et sa ceinture au profit du Brésilien. Évidemment, l'ambiance de la soirée retombe un peu comme un soufflet et même Vitor a du mal à se réjouir d'être devenu champion de cette façon. S'il avait su qu'il était sur le point de perdre 4 combats de ceinture et que ce serait la seule fois de sa carrière qu'il serait champion du monde, il aurait peut-être célébré un minimum, mais l'amertume a pris le dessus ce soir-là. Évidemment, au vu de l'arrêt et du statut de Randy, une revanche entre les deux hommes était une évidence et l'UFC ne s'est pas fait prier, programmant les deux hommes pour l'UFC 49 en août de la même année. Sans aucune contestation ni controverse, Randy surclasse totalement Vitor et quitte Las Vegas avec un titre qui n'aurait jamais dû cesser de lui appartenir. Je me permets de préciser que le combat de l'UFC 46 était déjà une revanche en soi puisque les deux hommes s'étaient affrontés 7 ans plus tôt à l'occasion du co-main event de l'UFC 15. Aussi fou que cela puisse paraître, Vitor combattra pour une ceinture de l'UFC une dernière fois en 2015 et même s'il était bien aidé par un appui médicamenteux, c'est une longévité bien solide pour le Brésilien. Numéro 5, Fedor Emelianenko contre Tsuyoshiko Saka. Il est communément entendu que Fedor était invaincu jusqu'à sa défaite contre Fabricio Werdum. Et pourtant, il y avait bien une défaite sur le CV du dernier empereur. Ce revers passé inaperçu est intervenu aux Rings en 2000 contre Tsuyoshiko Saka. Mais la raison pour laquelle tout le monde considère que ce combat est un non-événement, c'est parce qu'il a été interrompu après un seul coup du combattant japonais. À dire vrai, c'est un coup de poing raté qui s'est transformé en coup de coude dans l'œil et qui a blessé Fedor, forçant l'arrêt du médecin. Il faut dire que contre Ricardo Arona le même soir, l'œil du Russe avait déjà été touché et il n'a pas fallu grand chose pour que la blessure se rouvre. Il y a un phénomène en MMA que j'appellerais avoir le bon nom sur son CV et battre Fedor de la sorte est le ticket qu'il fallait à Kosaka pour inscrire son nom dans l'éternel. Avec cette victoire, il s'est payé le luxe d'un main event au Pride pour la revanche, mais malheureusement pour lui, son rêve s'est brisé assez rapidement. J'ai rarement vu Fedor combattre avec autant de virulence et d'agressivité que ce soir-là. On sent qu'il avait envie de venger sa seule défaite et le résultat est extrêmement brutal. De toute façon, entre-temps, le Russe était devenu champion du Pride et il y avait une véritable classe d'écart entre les deux hommes. Une nouvelle fois, le docteur a arrêté le combat, mais cette fois-ci c'était pour sauver le japonais. Fedor a vengé cette défaite dans le sang et il est resté invaincu 5 années supplémentaires. Même s'il garde cette victoire jusqu'à la fin de sa vie, peut-être que battre Fedor était une fausse bonne idée. Numéro 4, Mauricio Rua contre Mark Coleman. En rétrospective, le combat du Pride de 31 entre Mauricio Rua et Mark Coleman était presque un guet-apens. En effet, à 42 ans, Coleman a été placé dans un combat contre un très jeune Mauricio Rua. À titre de comparaison, il avait perdu 2 de ses 3 derniers combats tandis que Mauricio venait de remporter le Grand Prix du Pride. Autant dire que sur le papier, Mark est un sacrifice sur le bûcher du Pride pour apaiser les astres. Mais ce combat est sur cette liste, donc vous savez qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Comme un signe que les astres ont encore des projets pour Mark, Mauricio Rua se casse le bras en essayant de se rattraper au bout de 49 secondes de combat. Et juste comme ça, le presque retraité Mark Coleman